capacités bien plus puissantes. Donc, comme pour les membres de votre équipe, vous êtes encouragé à fréquemment changer de Magatama plutôt que d'en choisir un qui vous plaît bien et de rester dessus jusqu'à la toute fin du jeu. Le dernier d'entre eux est obtenu au terme d'une quête annexe et d'une série de boss optionnels pas évidents du tout, débloqués uniquement quand on a récupéré tous les autres Magatama, y compris donc celui qui demande de terminer les 20 niveaux de Puzzle Boy. Ah! Et il rend clairement toutes les autres options obsolètes. Il confère plus 10 dans toutes les stats, permet d'apprendre des attaques dévastatrices, et absorbe tous les types de dégâts physiques, comme magiques, sauf le type tout puissant, manié par les boss de fin de jeu, que rien ne peut bloquer. Ça paraît absolument overkill, et le fait est que pour le Nocturne de base, ça l'est. Mais les challenges ajoutés dans la Director's Cut pour accéder à la nouvelle fin sont tellement abusés qu'ils nécessitent bien ça. Mais là encore, et vous devriez commencer à voir un pattern se dessiner, cette mécanique de construction de notre personnage est très difficile à exploiter correctement par manque de visibilité sur les capacités que nous apprennent chaque Magatama, et surtout à quel niveau. On peut seulement voir le nom de la prochaine capacité apprise, ce qui souvent ne dit d'ailleurs pas grand-chose, et se faire une idée d'à quel point on en est loin en observant si le Magatama gigote beaucoup ou pas. Il est théoriquement possible de faire du demi-démon un météore de destruction en fin de jeu avec des capacités comme Freikugel ou Gaia Rage qui arrachent leur vie au boss, et c'est ce qui a fait de ce personnage une légende affrontée en tant que super boss dans 2 autres épisodes de cette série. Mais en ce qui me concerne, je dois bien avouer que je ne suis pas arrivé à faire grand-chose avec lui, et qu'en fin de jeu il était principalement relégué au debuffing de défense et à l'utilisation de l'objet de soin, sans option offensive plus intéressante contre les boss que son attaque de base. Bref, vous avez compris où je veux en venir. Tous les systèmes de jeu de Nocturne sont à la fois extrêmement profonds et très énigmatiques, au point qu'il faut au moins une partie entière, si ce n'est plusieurs, et le wiki sous la main pour en maîtriser toutes les subtilités. Surtout qu'on n'a pas fini de faire le tour des aspects du jeu sur lesquels vous n'avez aucune visibilité. Il y a la mécanique de mutation, qui fait qu'en montant de niveau, un démon peut vous proposer de modifier une de ses capacités, sans vous dire laquelle ni en quoi. Et vous pouvez aussi bien vous retrouver avec une meilleure version du même sort élémentaire, que, privé de votre sort de soin, changeant d'une capacité physique inutile. Imaginez l'angoisse dans Pokémon si à un moment votre Raichu vient vous dire qu'il veut changer aléatoirement une de ses 4 attaques pour autre chose, et que ça finit avec Tonnerre transformé en plaquage. Certains démons peuvent évoluer quand ils ont fini d'apprendre des capacités en montant de niveau, et ça vous est signalé à l'avance en vous disant que des signes de changement commencent à apparaître sur leur corps. Mais là aussi, difficile d'exploiter cette mécanique si on ne vous dit pas quels démons peuvent évoluer, en quoi et à quel niveau. Les capacités dans cette série ont leur propre nomenclature, faite de radicaux, de préfixes et de suffixes qu'on finit par apprendre et connaître, mais leur effet n'est pas explicité dans les menus de combat. Donc en début de jeu, ça vous fait une belle jambe d'avoir le choix entre des trucs nommés Mazio, Mepatra, Rakukaja et Marine Karim. Et de la même manière, le potentiel de chaque démon en termes d'affinité élémentaire et de capacité apprise est impossible à déduire de son apparence, en dehors de quelques cas particuliers. Par exemple, les anges craignent les ténèbres, ok. Mais à côté de ça, le dieu grec Dionysos bloque la lumière, les ténèbres, le feu, et il craint la glace. Et je sais pas vous, mais moi je trouve pas ça évident. Il faut donc retenir tout ça par cœur pour chacun des démons qu'on est amené à affronter, aussi bien que pour ceux de notre équipe. Contrairement à un Pokémon, justement, où on peut se baser sur le type apparent et la morphologie d'une créature pour se faire une idée de son identité de gameplay. Shin Megami Tensei est parfois appelé le Dark Souls du JRPG, un parallèle qui a perdu toute crédibilité ces dernières années à force d'être utilisé à tort et à travers. Breath of the Wild, par exemple, a été qualifié de Dark Souls des Zelda parce qu'on peut se faire pulvériser par un linéaire en surlevel et qu'il y a un bouton de contre, mais pour le coup, je trouve le plus sérieusement du monde que ce parallèle est très approprié pour Shin Megami Tensei. Pas parce que ce sont des JRPG particulièrement difficiles, indubitablement ils le sont, ce n'est pas la question, mais plutôt parce que comme dans Dark Souls, cette difficulté provient moins du challenge mis en place par le jeu que du mystère qui entoure des systèmes pourtant centraux. J'en ai longuement parlé dans la vidéo que je lui ai consacrée, que je vous conseille d'aller voir si vous voulez en savoir plus, mais dans Dark Souls, appuyer correctement sur les boutons pour vaincre un ennemi, ce n'est pas spécialement plus dur que dans n'importe quel jeu d'action. Ce qui l'est, c'est de comprendre comment marchent les systèmes d'amélioration d'armes, d'encombrement, d'embrasement de feu, l'importance de chaque carac, comment on soigne cette putain de malédiction, comment est structuré le monde et où il vaut mieux commencer par aller, etc. De la même manière, vaincre Matador une fois qu'on sait quel élément il manie, quel démon bloque ou absorbe cet élément parmi ceux auxquels on a accès à ce stade, quel Magatama équipé, comment s'appelle le buff qui améliore notre précision et qui peut la prendre, ce n'est pas difficile. Mais il faut d'abord avoir acquis ces connaissances que le jeu a volontairement occultées. En New Game Plus, je savais que je devais monter une équipe contre le vent, donc j'ai fusionné sur mon chemin une Ameno Uzume qui bloque cet élément, un Ozuchi qui l'absorbe, et une Baikorn qui connaît Sakukaja. J'ai acheté et équipé le Magatama Hifumi qui protège du vent. Je me suis même payé le luxe de transférer Rakunda à Ameno Uzume pour qu'elle puisse baisser la défense de Matador. Et le combat a été plié au premier essai, en sous-level. Je voudrais revenir sur la comparaison avec Pokémon, parce que c'est une série dont j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne, et un point qui revient régulièrement dans les commentaires,
c'est que les systèmes de jeu de Pokémon ont une profondeur impressionnante, mais qui n'est correctement mise en valeur qu'en de rares occasions, des pics de difficulté notoires ou des challenges post-game. L'exploitation et même la compréhension des subtilités du gameplay ne sont pas exigées pour le générique de fin. C'était déjà vrai en 96, et ça l'est d'autant plus depuis 10 ans. Et c'est bien sûr parce que Nintendo se fait une certaine idée de son public, très jeune, désinvesti, et plus intéressé par les bestioles elles-mêmes que par les mécaniques de RPG. Bon, et ben Shin Megami Tensei, c'est aussi par bien des aspects Pokémon pour adultes. Ouais. Le gameplay de SMT est sans doute moins riche que celui de Pokémon, ne serait-ce que parce qu'il y a moins de créatures différentes, moins d'attaques, moins d'objets. Mais par contre, il met bien mieux en valeur cette richesse en nous proposant tout au long du jeu des challenges sérieux et variés, qui imposent qu'on fasse usage de tous les outils à notre disposition. Encore une fois, c'est d'autant plus vrai en mode difficile. Des boss contre brute force en normal avec un simple ajustement de notre équipe vont nécessiter une optimisation beaucoup plus fine en hard pour résister à la puissance doublée de leurs attaques. Et les boss qui étaient déjà les plus difficiles du jeu deviennent des montagnes, à première vue infranchissables, dont on est extrêmement fier de triompher après leur avoir dédié parfois des heures de préparation. Pour finir, on va donner un exemple de ce processus de préparation en se penchant non pas sur Matador, mais sur le boss qui est censé introduire cette dimension du gameplay de manière plus douce que lui quand on n'a pas les ajouts de la Director's Cut. Thor. Thor vient conclure une série de 3 combats en arène qui nous ont d'abord mis face à un Orthros puis à une Yaxili, tous les deux bien plus faibles que lui, mais l'important est que ces 3 adversaires ont des affinités élémentaires complètement différentes. Heureusement, on a droit à un break entre chaque combat pour utiliser des objets de soin et surtout permettre nos démons actifs avec ceux de notre stock. Et ça nous encourage à avoir recruté plus de démons que nécessaire pour pouvoir gérer 3 boss différents à la suite. C'est Thor lui-même le vrai mule. Il a beaucoup de points de vie pour ce stade du jeu, il utilise des attaques de foudre multi-cibles et puissantes, et contrairement à Forneus, il n'a pas de faiblesse. L'important ici est de débuffer sa défense avec Rakunda ou de buffer votre attaque avec Tarukaja, d'avoir un démon avec Media pour soigner toute votre équipe et d'avoir autant que possible d'alliés qui résistent, bloquent ou absorbent l'électricité. Dans ces captures, j'ai utilisé un Shisa en sous-level mais qui absorbe l'électricité pour manger les 2 actions de Thor à chaque fois qu'il attaque, un Take Minakata qui bloque l'électricité et qui connaît Rakunda et Media, et un Jack-o'-lanterne qui n'a pas d'intérêt particulier dans ce combat et qui d'ailleurs s'est fait vaporiser par un éclair perdu. Si vous perdez ici, vous êtes renvoyé à votre dernière sauvegarde à Ikebukuro et devrez refaire les 3 combats. Mais cette ville contient une cathédrale des ombres pour faire des fusions, une fontaine de soins si vous voulez grinder, et beaucoup de démons recrutables à portée de main entre la ville elle-même, la carte du monde et la base souterraine de Ginza à 2 pas. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour améliorer votre équipe jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de vaincre Thor. Cette exigence dans le gameplay, cette hostilité de l'univers du jeu qui vous demande d'arracher chaque dizaine de mètres que vous parcourez, cette destruction et recréation constante de votre équipe, ce flou mystique qui entoure des systèmes pourtant importants, tout ça n'est pas là seulement pour parler à un public de niche amateur de RPG hardcore. C'est aussi et surtout la transcription mécanique de ce que le jeu cherche à raconter. Sans surprise, c'est là qu'on va trouver le cœur de cette expérience. Et nous allons donc y dédier une dernière partie. Il faut que je commence cette partie en précisant un point important. Même si la dimension narrative est clairement centrale dans ce que Nocturne cherche à vous faire vivre, elle n'occupe qu'une partie modeste du temps de jeu. Elle consiste surtout en des interactions avec des personnages secondaires avant ou après chaque donjon pour faire avancer leur arc ou l'état du monde, séparés par des heures et des heures d'errance dans des couloirs et de combats aléatoires. En nous concentrant sur ces moments comme on est sur le point de le faire pendant 20 minutes, ça peut donner l'impression que le jeu a une forte composante cinématographique à la Metal Gear, mais comprenez bien qu'on reste principalement sur un dungeon crawler. Bon, alors que raconte Nocturne précisément? Le jeu démarre à Tokyo avant la fin du monde, où on incarne un étudiant invité par sa prof à la rejoindre dans un hôpital pour discuter orientation avec 2 de ses amis, Isamu et Chiaki. Immédiatement, les choses s'emballent. On découvre que l'hôpital est le quartier général d'une secte, dont cette prof fait partie. On croise le leader de cette secte qui manque de peu de nous tuer. Et avant qu'on puisse bien comprendre ce qui se joue, boum, fin du monde. Pour être exact, le jeu désigne cet événement comme la conception, à la fois la fin du monde tel qu'il était, et les prémices du suivant, dont la forme et les règles vont se décider dans cet état intermédiaire, ce que dans mon métier on appelle l'après-rentrée. En effet, les humains présents dans l'hôpital au moment de la catastrophe, au nombre de 6, 7 si on compte Raido ou Dante, sont les seuls à avoir survécu, et c'est à eux de concevoir une raison, c'est-à-dire un ensemble de principes qui régiront le prochain univers, pour la proposer à Kagetsushi, l'entité créatrice située au centre de ce monde vortex et qui lui sert de source de lumière. Depuis tout à l'heure, je parle de cycle de la Lune pour désigner le chiffre constamment en haut à gauche de l'écran, parce que c'est une mécanique transversale à toute la série, mais ici il s'agit bien des fluctuations de Kagetsushi. Notre personnage a été transformé en demi-démon au moment de la conception par un mystérieux gamin blond creepy,
ce qui lui donne le pouvoir de se battre contre les habitants démoniaques de ce Tokyo post-apocalyptique, mais l'empêche de concevoir une raison lui-même. Il va donc s'agir de suivre l'évolution des autres personnages tandis qu'ils conçoivent leurs propres raisons, que certains d'entre eux prennent l'ascendant sur les autres et qu'ils tentent de rassembler suffisamment d'énergie vitale pour invoquer un dieu qui portera leur vision auprès de Kagatsushi, et de faire des choix pour s'allier à un, plusieurs ou aucun d'entre eux. Sur la ligne de départ pour être celui ou celle qui dictera les règles du Nouveau Monde, il y a donc Ikawa, le leader de la secte qui a provoqué la conception, Chiaki et Isamu, nos anciens amis étudiants, Hijiri, le journaliste spécialisé en occultisme, notre professeur Yuko, le peuple des mannequins issu d'une boue primordiale qui a pris vie représentée par les deux figures qui émergent de leur rang, le sage Futomimi et le meurtrier Sakahagi, et finalement le mystérieux enfant blond avec sa vieille servante qui a l'air de poursuivre son propre agenda en coulisses. En fin de jeu cependant, à l'issue de plusieurs dizaines d'heures de péripéties, il ne restera plus que Ikawa, Chiaki et Isamu, ayant chacun laissé leur humanité derrière eux pour fusionner avec l'entité divine qu'ils ont invoquée. Et nous, pour décider qui sera le vainqueur de cette compétition, voire même s'il y aura un vainqueur tout court. Bon, je pense que tout de suite, une des plus grandes qualités de Nocturne et de Shin Megami Tensei en général apparaît de manière évidente. Ce pitch ne ressemble à rien de conventionnel dans le genre RPG. Un jeune qui se renferme sur lui-même et dans des univers virtuels face à une société hostile et compétitive. Et Chiaki représente l'élite sociale et économique qui, dès l'intro, veut assurer son futur et souhaite ensuite éliminer les parasites de la société. Et enfin, ils sont mal développés. L'arc qui les mène à soutenir des positions extrêmes et à abandonner leur humanité et leur intégrité physique dans la poursuite de leur idéal se déroule à l'échelle de 4 ou 5 scènes maximum, avec parfois de gros bonds en avant dans leur cheminement intérieur. Quand Hijiri part en mode full mégalo juste avant qu'Isamu prenne l'ascendant sur lui, ce n'est pas la continuité logique des scènes qu'on a eues jusqu'ici. Quand on parle à Yuko sur le toit de l'hôpital avant la conception, elle est très confiante dans ses actions et nous demande de la chercher dans le monde Vortex pour qu'elle soit notre soutien. Mais quand on la retrouve 20 heures de jeu plus tard, elle est une demoiselle en détresse qui ne croit plus en l'idéal d'Ikawa et qui souhaite maintenant une liberté totale pour l'humanité. On pourrait penser que tous ces défauts sont une conséquence inévitable de l'approche qu'a Shin Megami Tensei de ces personnages comme simple véhicule pour une idéologie, mais ce n'est même pas le cas. Dans Strange Journey, par exemple, la radicalisation des personnages principaux est tout à fait progressive et parfaitement en accord avec les traits dont ils font preuve dès le départ. Bon, ça fait 10 minutes que je tape sur la narration de Nocturne et vous commencez peut-être à vous dire que si à la fois le worldbuilding, l'écriture et les personnages ont de grosses faiblesses, ça ne laisse plus beaucoup de domaines dans lesquels un RPG peut briller. Oui, moi je me suis dit ça. Ce qui fait l'intérêt de ce jeu, c'est son fond plus que sa forme. Les thématiques qu'il explore, les inspirations qu'il mobilise et les réflexions qu'il provoque. Alors penchons-nous là-dessus. À première vue, Shin Megami Tensei est un melting pot de tout un tas de systèmes de croyances principalement européens et asiatiques. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y en a un qui domine tous les autres et qui constitue les bases du lore profond de toute la série, le gnosticisme. Pour résumer grossièrement quelque chose de complexe et développé à l'échelle de plusieurs siècles par des gens pas toujours d'accord entre eux, le gnosticisme est un courant de pensée né dans l'Empire romain durant les 3 premiers siècles de notre ère, qui prône la compréhension des mystères de l'existence et du divin, l'élévation spirituelle par la connaissance. Dans le fond, c'est une tentative d'intégrer aux monothéismes occidentaux des concepts issus de religions orientales, comme la distinction entre un monde matériel illusoire et une conscience cosmique transcendante dans laquelle les âmes éveillées iraient se fondre après la mort, ce que l'hindouisme appelle le Brahman. La cosmologie qui résulte de ce rapprochement a valu aux gnostiques d'être résolument qualifiés d'hérétiques par le christianisme, puisqu'ils voient en le Dieu biblique Non, c'est moi. Moi qui brûle.
veux pas? Ben non. Ben non. Tu veux pas de melon?